Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Chamant. Chamant est un village d'environ 1000 habitants et se situe au nord-est de Senlis sur la départementale 932A qui mène de Senlis à Compiègne ou inversement. Cette départementale était autrefois au XVIIIe siècle la route royale 37 menant de Paris à Saint-Quentin et devient la nationale 32 en 1824. D'ailleurs, on trouve encore, à la sortie est de Chamant, une borne milliaire ou borne Truden qui indiquait la distance restante jusqu'à Paris, ici 24 toises, la toise faisant environ 2 km, ce qui place Paris à environ 48 km de Chamant. Le territoire de Chamant est aussi traversé par l'autoroute A1 avec un péage qui porte son nom. Et à Balagny-sur-Honnête, la route qui passe au sud porte le nom de chaussée Brunehaut. C'était une voie romaine qui menait de Senlis à Compiègne ou Soissons en passant par Chanlieu. Chamant fait partie du canton de Senlis et de la communauté de communes Senlis Sud-Oise, la CCSSO. La commune comprend au nord de son territoire une petite partie de la forêt d'Alatte. Le village a eu les noms jadis de Camano-Villa, Apoud-Villam-Camante en 1129, Chamant en 1180, De Chamento en 1270, Camantum en 1370, Chamantum, Chamant vers 1520, Chamont en 1667 pour devenir le Chamant d'aujourd'hui depuis 1840. Chamant a 3 hameaux, le Plessis-Chamant au nord de la D932A, le Poteau qui sépare les territoires de Chamant et de Senlis, et Balagny-sur-Honnête à l'est. Il existait un autre hameau, Malgeneste, qui datait de l'époque carolingienne mais qui a aujourd'hui disparu, mais il en reste tout de même le chemin qui y menait. Le Plessis-Chamant avait un château probablement ancien qui fut reconstruit au XVe, rasé au début du XVIIe, reconstruit et acquis par Lucien Bonaparte, frère de Napoléon, et enfin détruit de nouveau au XXe siècle. Le hameau du Poteau comprend quelques maisons sur la D1017 et plusieurs commerces et d'autres établissements. Si Balagny porte le nom de l'Honnête, c'est qu'il est traversé par cette petite rivière qui prend sa source à Ruilly et rejoint l'Annonette entre Senlis et Saint-Nicolas-d'Assy. L'Honnête passe aussi au sud de Chamant. Balagny semble être la plus ancienne agglomération du territoire, probablement formée à l'époque gallo-romaine. Le village de Chamant, lui, est connu depuis la fin du XIe. Et le Plessis-Chamant depuis le XIIIe siècle. Chamant était une des paroisses primitives de l'évêché de Senlis, et ce lieu appartenait au XIIe siècle à l'abbaye de Saint-Vincent. Le Plessis-Chamant fut séparé de la cure de Chamant pour constituer une paroisse distincte sous le nom de Choiseul-Homme, mais les deux églises ayant été ruinées par les guerres, notamment la Jacquerie, un décret de l'évêque Adam de Nemours en avril 1367 prescrivit le rétablissement des choses à l'état primitif. L'église de Saint-Nicolas du Plessis devint une chapelle annexée à la cure de Chamant dont le curé devait dire 2 messes dans la semaine. En ruine au commencement du XVIIIe siècle, messire Jean-Jacques Titon, maître des comptes, seigneur du lieu, obtint le 25 juillet 1725 de l'évêque Truden la démolition de la chapelle pour en bâtir une autre dans l'enceinte de son château, à la condition d'en laisser l'accès libre aux habitants. Gilles de Rouvroy de Saint-Simon, chambellan du roi Charles VII, grand bailli de Senlis, acquit des héritiers de Jacques de Passy les terres et la seigneurie du Plessis-Chamant. Ses descendants la possédaient encore au début du XVIIIe siècle. Elle fut acquise après la Révolution par le général Leclerc qui la revendit en l'an 10 de la République, les années 1801 et 1802, à Lucien Bonaparte, son beau-frère. Celui-ci dut s'en défaire à la promulgation de la loi du 12 janvier 1816, c'est-à-dire le bannissement à vie de France des députés ayant voté la mort du roi Louis XVI et ayant soutenu son frère Napoléon Ier durant les 100 jours. À la fin de 1815, le village fut pillé par les Prussiens. Balagny fut réuni à Chamant par ordonnance royale du 5 octobre 1825. En 1895, Albert Meunier, de la famille des Chocolats Meunier, crée une piste d'entraînement sur le territoire de Chamant. Il achète le haras de Chamant avec le château. Il y fait construire une grande piste d'entraînement sur le modèle des champs de course. Il en assure l'irrigation permanente par la construction d'un château d'eau, dont je reparlerai tout à l'heure.
Le haras existe toujours, c'est le haras du Plessis, mais le château, lui, a été détruit en 1960. C'est ce terrain d'entraînement que l'on voit sur cette photo des années 50 qui sera converti en terrain d'aviation et sera utilisé par la Royal Flying Corps les 30 et 31 août 1914. Chamant sera occupé par l'armée allemande du 2 au 10 septembre 1940 et sera le témoin d'un épisode noir de l'histoire de Senlis sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Après le 10 septembre, Chamant sera le lieu de cantonnement des troupes françaises. Durant la Seconde Guerre mondiale, le terrain d'aviation servira de terrain de desserrement pour la Luftwaffe pour les chasseurs de l'aérodrome de Creil, connu sous le nom de Flugplatz Senlis. Le 22 juin 1944, un Mosquito de la Royal Air Force, chargé d'attaquer à basse altitude routes, rails et aérodromes, s'écrase près de Chamant. Les deux pilotes, John Langham Martin et Hayden Llewellyn Morgan, y trouveront la mort. Les deux aviateurs seront inhumés à Creil. Ce terrain sera bombardé le 12 août 1944 par des Boeing C-17 Flying Fortress alliés. Chamant sera décoré de la Croix de guerre 39-45 le 11 novembre 1948 avec étoile de bronze pour, je cite, « population laborieuse et patriote qui, malgré le danger suscité par la présence dans le centre de l'agglomération d'un terrain d'aviation comptant 50 chasseurs bombardiers, un important dépôt de carburant et 3 bombardements précurseurs, a conservé calme et sang-froid, confiante en la victoire et s'est porté spontanément au mépris du danger le 12 août 1944 au secours des victimes du bombardement qui fit 12 tués et 12 blessés graves. » Allons découvrir l'église de Chamant. Propriété du chapitre Notre-Dame de Senlis, la paroisse de Chamant a été fondée en 1129. L'église a subi une importante restauration entre 1863 et 1877 à l'initiative de Napoléon III et sous la direction de Viollet-le-Duc. Si cette église a eu un tel traitement de faveur, c'est qu'un enfeu abrite les cendres de Christine Boyer, épouse de Lucien Bonaparte, frère de Napoléon. L'église Notre-Dame de Chamant, régulièrement orientée, a donc subi une grande restauration au XIXe siècle, mais avant cela, avait vu son chœur roman remplacé vers 1260 par un chœur gothique. Le reste de l'église est rebâti durant la première partie du XVIe siècle. L'église se compose d'une nef de 4 travées accompagnée d'un collatéral sud, de la base du clocher faisant office de première travée du chœur, d'un chœur d'une travée à chevet plat et d'une chapelle au sud du chœur. C'est un bel édifice mais avec peu de décoration extérieure. Le côté nord n'a aucune décoration et seules les fenêtres à remplage attirent l'attention. Côté sud, l'attrait de l'église vient surtout de son portail. Ce dernier, en anse de panier, est orné de 3 statues dans des niches protégées par un dais. Une sorte d'animal, peut-être un chien, se trouve à gauche de la collade. Près de ce portail, une stèle murale en l'honneur des morts pour la France de la guerre 14-18, où l'on voit des impacts de balles qui viendraient, elles, de la libération de Chamant. Le clocher se compose de 3 étages, le premier uniquement visible au nord avec une fenêtre bouchée et une petite dans sa partie haute. Le deuxième étage comprend 2 hautes baies en plein cintre et l'étage de beffroi, lui, est agrémenté de 2 baies jumelées par face avec colonnettes. La flèche octogonale en pierre est cantonnée de petits pyramidions. Et l'intérieur est très intéressant. N'ayant pu y accéder, je vais vous la décrire au travers des photos de M. Pierre Pochadel trouvées sur Wikipédia. L'église est très colorée et a de belles voûtes d'ogive. On remarquera quand même la différence entre les voûtes de la nef du XIXe siècle, de la chapelle de la Vierge du XVIe et de la base du clocher, une des rares voûtes romanes rencontrées à ce jour. La nef est large, munie de chaises et est séparée du collatéral par des arcades en anse de panier. Le côté ouest, contrairement à l'habitude, là encore, n'a pas d'entrée. À la place se trouve une tribune murée qui accueille à ses pieds le confessionnal. À côté se trouve une belle petite chapelle baptismale avec les fonds baptismaux et une très belle voûte. La chapelle de la Vierge comprend un joli petit autel avec une statue de la Vierge à l'enfant et là encore de très belles voûtes. Sur le mur sud, l'enfeu où se trouvent les cendres de Christine Bonaparte. La base du clocher accueille l'autel liturgique agrémenté de stalles de chaque côté et le chœur, lui, bien éclairé par ses grandes fenêtres, accueille le maître-autel superbement décoré et accompagné de 2 statues surmontées d'un dais. Les vitraux là aussi sont dignes d'intérêt.
Je finirai par ajouter que malheureusement, les peintures murales commencent à se dégrader. Une association de sauvegarde de cette église a été créée en 2021 et j'espère qu'elle pourra bénéficier du soutien nécessaire pour restaurer ce magnifique et surprenant édifice. À Balagny, on peut voir l'église Sainte-Foy. Si cette église paraît petite, c'est parce qu'en fait, elle a perdu sa nef. Sa partie la plus ancienne peut être datée des années 1130. Ce qu'il en reste est donc l'ancien chœur. Il est accompagné d'un clocher assez étrange du 15e ou 16e, tout comme le porche protégeant le portail occidental. Je n'ai pas trouvé la raison de la perte de la nef, mais il est probable qu'elle fut détruite pendant la guerre de 100 ans, comme beaucoup d'autres, et non reconstruite par manque de moyens. On peut aussi trouver sur le territoire de Chamant la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, mais qui est dans le quartier de Bon-Secours de Senlis. Elle est issue de la fondation du couvent des Capucins par la reine Marguerite de Valois en 1609. De la chapelle consacrée en 1614 ne subsiste que le modeste chœur à chevet plat. Le reste a été reconstruit en 1894 grâce à la générosité de la famille Geoffroy de Balagny. Retournons maintenant dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve près de la mairie, mais se trouvait, il n'y a pas si longtemps, au croisement près de l'école où se trouve un petit rond-point. À ce même croisement, on peut voir un très beau calvaire. À l'ouest de ce même croisement, rue des Otages, là où était un champ en 1914, a été posé le 4 septembre 1927 un petit monument en mémoire des 7 hommes fusillés ici le 2 septembre 1914 par les Allemands, dont Eugène Audan, maire de Senlis. Au sud du village, un joli pont permet le passage de l'Honnête et est un endroit vraiment très agréable. Un puits se trouve devant l'église de Balagny et à l'ouest, l'imposante ferme de Balagny avec sa haute tour du XIIIe, probablement, et en face sa dépendance, la cour L'Alouette qui fait face à l'église avec son grand porche. À Balagny, toujours dans la vallée de l'Honnête, le très grand et beau lavoir et l'ancien moulin de Balagny rénové et accueillant un gîte. Dans la forêt d'Alat, le château d'eau, dont j'ai déjà parlé dans une petite vidéo sur cette forêt, est l'unique château d'eau métallique du nord de la France, construit donc en 1895 par un élève de Gustave Eiffel, voire par Gustave Eiffel lui-même selon les versions. Forêt d'Alat qui recèle bien des trésors que vous pouvez découvrir sur la vidéo qui lui est consacrée. Pour finir avec les monuments intéressants de Chamant, le haras du Plessis, situé près de l'ancien château et de l'ancienne piste d'entraînement, et un autre haras, le haras de Plaisance, qui lui aussi se trouve au Plessis-Chamant. Pour l'école, Chamant accueille environ 90 élèves en maternelle et primaire avec cantine et périscolaire. Il y a une aire de jeu derrière la mairie avec table de ping-pong, aire de skateboard, terrain de tennis, et un grand gymnase. À côté se trouve la salle des fêtes et la mairie. Sans oublier le bureau de la police municipale. Il y a une dizaine d'associations, notamment la compagnie d'Arc avec son joli jeu d'arc et non loin une longue et belle allée pour les promenades bucoliques. Il y a une petite zone commerciale sur la départementale 932 avec primeur, bar tabac, boulangerie, boucherie, poissonnerie et une onglerie, ainsi qu'un restaurant sur cette même départementale. De même que tous les commerces, à l'est de l'avenue du Poteau jusqu'à la station essence, se trouvent sur le territoire de Chamant, avec un pôle ophtalmologique et un établissement d'imagerie médicale. Il y a le gîte du moulin de Balagny et l'Honnête Cottage qui peuvent vous accueillir si vous désirez découvrir ce village. Pour finir, Balagny a accueilli en 1623 Hugo de Groot dit Grotius, humaniste, diplomate, avocat. Il fut aussi écrivain et c'est à Balagny qu'il écrivit un de ses plus grands succès, De jure belli ac paci, le droit de la guerre et de la paix. Et ont habité à Chamant Georges-Émile Lebac, peintre belge qui réalisera de nombreux dessins et toiles de Chamant, Charles Mills, entraîneur de chevaux et vainqueur du Grand Prix d'Amérique en 1924, Alain de Rothschild, banquier français, et Sacha Distel, chanteur bien connu des gens de la génération des années 60-70.
Voilà, je pense vous avoir tout dit de ce sympathique village près de Senlis qui offre de jolies petites rues, un joli petit hameau, de belles balades en forêt d'Alade et bon nombre de commodités. On peut le dire, Chamant est charmant. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de Chamant et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partager la vidéo et mettre un pouce en l'air, cela aide beaucoup la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Chamant.